details about the Bureau of Paranormal Research and Defense. I want to tell the American public one thing. Now, this Bureau for the Paranormal Research and Defense. there is no such thing. Now I couldn't see where you coming from, but I know just what you running from. And what matters is the who's matters, but the ones who stop you falling from your ladder. This ain't no place for no hero. This ain't no place for no better man. This ain't no place for no hero. Come home. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du bprd.centerblog.net, émission placée sous le signe du homard, puisque nous allons parler du troisième numéro de Lobster Johnson's Burning Hand, donc Johnson le homard, la main qui brûle. Petit tour du propriétaire avant de parler des choses sérieuses. Toujours scénarisé donc par Mike Mignola et John Arcudi, toujours dessiné par l'excellentissime Tonki Zonjic. Je le prononce à la française, vous me le pardonnerez, parce que oui, entre temps j'ai déjà oublié comment se prononce son nom, ou plutôt devrais-je dire comment le prononcer sans l'écorcher, donc tant pis, je me rattraperai dans la quatrième. Toujours colorisé bien sûr par Dave Stewart, et toujours coverisé par l'excellentissime lui aussi Dave Johnson, qui vraiment sur cette mini-série se fait plaisir, ça se voit, puisque jusqu'à maintenant, les trois couvertures sorties à ce jour sont vraiment toutes plus excellentes les unes que les autres. Mention spéciale à la deuxième. Donc, on va d'ailleurs revenir sur le deuxième numéro avant de parler de ce troisième numéro, parce que c'est très important, puisque le deuxième numéro, ça a vraiment été, on va dire, le point principal de la deuxième émission dédiée à ce numéro. J'en parlais même dès la couverture, j'avais même fait un petit segment de la vidéo sur la couverture, où vraiment j'exprimais le fait que le deuxième numéro de cette mini-série était en train de marquer une transition dans un genre, dans le genre dans lequel évoluait la mini-série The Burning Hand jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, le premier et le deuxième numéro s'efforçaient, voilà, on va dire ça comme ça, d'installer le personnage de Lobster Johnson dans son propre univers, un univers genre noir, pulps, policier, donc baigné de gangsters, de mafia, de prohibition, de patati patata, ou même on montrait dans le premier numéro les intentions du méchant qui est donc Boss Mob. Pourquoi est-ce qu'il fait bluff de sortir des indiens phosphorescents dans la nuit pour faire peur aux gens? Bah, tout simplement pour faire quitter les gens du quartier qui le visait, afin de pouvoir s'approprier le quartier, le racheter et le revendre plus cher. Puisque c'était vraiment dans l'époque, on va dire, le boom immobilier post-crack boursier. Puisque cette mini-série se passe juste après le crack boursier et en pleine prohibition. Et d'ailleurs, à ce moment-là, avec du recul, on pourrait vraiment dire que le coup des cow-boys fantômes phosphorescents qui apparaissent au début de la mini-série sont limite même un clin d'œil à ce qui se passera après, puisque Lobster Johnson, donc, une transition se fait au niveau du personnage, au niveau du genre et au niveau de la série, puisque de numéro en numéro jusqu'à ce numéro-là, donc le troisième, on quitte le genre noir, pulps, policier, gangster et tout ce qui va avec, pour atterrir en plein dans le paranormal fantastique, et ce qui fait, et là je l'avais même dit dans un article il n'y a pas très longtemps sur le blog, et tout ce qui fait le verse du mot Hellboyverse. Donc nous allons détailler ça en épluchant un petit peu ce qui se passe dans ce troisième numéro. Donc à la fin du deuxième numéro, la flamme noire faisait enfin son apparition avec Varvala, si j'ai pas de bêtises, je crois qu'elle s'appelle comme ça, je sais plus trop. Ça se terminait là-dessus le deuxième numéro, vous voyez la flamme noire apparaître dans toute sa majesté, avec toute sa classe et sa coolitude. Et bah donc là, bah voilà, donc le troisième numéro s'ouvre sur la première, on va dire, apparition en mode je défonce tout et je nique la gueule à tout le monde de la flamme noire, puisque à ce moment là on voit donc des SDF justement parler du crack boursier. Donc encore une fois, juste à ce moment-là, on assiste vraiment sur le genre précédent, avant de passer d'une façon plus que horrible dans le genre qui suivra, donc c'est-à-dire le fantastique paranormal. Donc on voit nos SDF parler de leur vie précédente, cette vie de SDF,
lorsqu'il y en a un qui se fait littéralement brûler vif, mais jusqu'à la tête. Donc là c'est marrant, puisque on tourne la page. Tac, ah bah non, c'était sur cette page-là. Voilà, c'est sur cette page-là. On voit donc la flamme noire, et c'est vraiment marrant, puisque donc du coup, la flamme noire a un corps, on va le dire ça comme ça, et a une tête de squelette, a un crâne de squelette. Et la façon dont il tue les gens, c'est il se débarrasse du corps, mais il laisse la tête. Donc c'est très rigolo, je suis sûr qu'il y a un truc à écrire là-dessus, à analyser, j'en suis persuadé, mais j'ai la flemme. Donc on va directement passer à ce qui suit. Donc après, on revient, oui, encore une fois, à notre demoiselle qu'on avait perdue depuis le premier numéro, qu'on avait entrevu dans le deuxième, puisque à la fin du premier numéro, Lobster Johnson la sauvait des griffes de Boss Mob, qu'il avait ensuite dans le deuxième numéro décidé de cacher dans un hôtel avec un de ses hommes. Et donc là, encore une fois, une petite piqûre de rappel, histoire de nous rappeler ce que devient cette personne. Elle est toujours dans son hôtel, en train d'attendre que les choses se tassent. Donc juste après, on tourne les pages, donc on a droit à une magnifique publicité, le Free Comic Book Day, donc prévu pour le 5 mai 2012, c'est incroyable. Et à ce moment-là, donc survient le premier, on va dire, méfait public réalisé en vue d'attirer Lobster Johnson dans ses griffes, donc de la flamme noire qui décide avec donc son super groupe, donc Boss Mob, Varvala, qui au départ, on était tous persuadés que ça allait être la Lotus Pourpre. La Lotus Pourpre, pour rappel, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est la grand-mère de Benjamin Demio, dont on a entendu parler dans Champ de Bataille, BPRD Champ de Bataille, Killing Ground en VO. Et non, ce n'est pas la Lotus Pourpre, en tout cas jusqu'à maintenant. Je pense qu'il n'y a rien en tout cas qui officialise le fait que cette demoiselle, charmante demoiselle, soit le Lotus Pourpre. Peut-être que ce sera confirmé plus tard, mais en tout cas jusqu'à maintenant, petite déception, ce n'est pas elle. Donc on verra plus tard. Donc Varvala, Boss Mob et le sosie de Peter Lorre qui sont en train de regarder, ma foi, la flamme noire, en train de se faire plaisir, en train de cramer tous les bâtiments qui croisent, afin donc d'attirer Lobster Johnson dans un piège. Et à ce moment-là, voilà, il tombe dedans, il apparaît, il se met à tirer sur notre flamme noire comme un déglingo, persuadé que quelques bastos vont en venir à bout. Pas du tout. Et voilà la surprise de Lobster Johnson. Ah merde, il meurt pas. Comment cela se fait-il? Ah ouais, bienvenue dans le monde des grands, Lobster Johnson. Bienvenue dans ta nouvelle vie de, on va dire, vigilante du paranormal. On assiste vraiment à ça, quoi. Quand Mignola et Arcudi au départ nous expliquaient que ce Burning End allait être le Year One de Lobster Johnson, donc on pensait tous que ça allait être le Year One façon vigilante, zigouilleur de mafieux et compagnie, mais en fait pas du tout, c'est carrément la première année de Lobster Johnson, le Vigilant qui passe au Vigilant paranormal. Donc encore une fois je me répète, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre le but en fait de cette mini-série, le but même de l'existence de cette mini-série. C'est vraiment fait pour montrer à quel moment et comment Lobster Johnson est passé de super-héros urbain à super-héros luttant contre les forces du mal. Donc à ce moment-là, il y a un de ses potes qui décide donc de passer à la vitesse supérieure en sortant la mitrailleuse Thompson afin de bien le défoncer comme il se doit. Mais voilà, si 2 Colt 45 ne suffisent pas à le tuer, c'est pas une vulgaire Thompson qui va réussir à en venir à bout. On le voit d'ailleurs à ce moment-là, ou plutôt il se rend compte, où est-ce qu'elle est ma tête? Elle est là. À ce moment-là, donc la flamme noire qui n'a absolument rien. Donc là, pareil encore, il décide de passer à la vitesse supérieure en tentant donc d'écraser notre flamme noire qui entre-temps a attrapé le petit bonhomme qui a tenté de le dessouder, la Thompson. Mais voilà, si 2 Colt 45 et une Thompson ne viennent pas à bout de la flamme noire, ce n'est pas un vulgaire véhicule qui marchait encore à l'époque au pétrole qui va en venir à bout, puisque voilà, la voiture traverse littéralement la flamme noire et atterrit dans le décor. Donc stupéfaction, voilà, dans les rangs de la bande, la joyeuse bande à Lobster Johnson. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On n'avait jamais eu ça de notre vie, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pas le temps de répondre, on switch directement au camp des méchants, où là on voit donc notre Varvala. Mais elle s'appelle Varvala ou pas? J'ai un trou de mémoire. Bon, vous savez quoi, on va l'appeler Varvala, puis au pire, je me corrigerai dans la description de la vidéo. Donc on les voit mettre en place un espèce de cérémoniel satanique dans le but en fait de fouiller, de sonder les souvenirs de notre pauvre Gugus. Et le cérémoniel est ma foi très très horrible, puisqu'il s'agit en fait de lui extirper les tripes, de les étaler un petit peu partout et de faire un cercle tout autour du cadavre, donc dans le but de récupérer ses souvenirs, sa mémoire.
afin de savoir où se planque Lobster Johnson afin de pouvoir le zigouiller. Et là on le voit donc ici, voilà le cérémonial qui se met en place. Et à ce moment-là d'ailleurs, toujours hein, dans l'idée de la transition, à ce moment-là, parce qu'on l'avait vu dans le premier numéro, je crois même que je vous l'avais, attendez, qu'on voit un petit peu ma tête, là voilà. Je vous en avais parlé dans le premier numéro, le sosie de Peter Lorre est en fait un tigre qui n'arrête pas de fumer, et ce qui énerve Boss Mob, parce que Boss Mob, donc lui il zigouille des gens, mais il ne fume pas, parce que fumer est dangereux pour la santé, et à chaque fois il le reprend, en lui gueulant dessus, en lui disant que tu n'as pas fumé à côté de moi. Et donc là pareil, rebelote, il recommence, il fume, et il fait oh t'as pas fumé à côté de moi. Et là on voit la tête qu'il lui fait à ce moment-là, l'air de dire maintenant que mes potes sont arrivés, et que t'as l'impression, parce que concrètement, en faisant venir la Flamme Noire, il faisait croire à Boss Mob que la Flamme Noire allait bosser pour lui et que Boss Mob allait continuer à garder, on va dire, le contrôle de la situation. Bon, en tant que lecteur, on savait pertinemment que la Flamme Noire, une fois arrivée aux États-Unis, Boss Mob, concrètement parlant, ce serait juste même pas un pion sur un échiquier, mais un parasite, quoi, un parasite qu'ils n'hésiteront pas à s'en débarrasser dès qu'ils en auront envie. Donc, à ce moment-là, on voit clairement la transition se faire où Boss Mob commence à perdre le pouvoir qu'il avait en tant que leader de la mafia, puisque on déconne pas, quoi. Autant en tant que gentil, on déconne pas avec les forces du mal, quand on est un petit caïd de banlieue, on ne déconne pas avec non plus. Donc, il récupère les souvenirs de notre bonhomme, et à ce moment-là, on switch dans le camp de Lobster Johnson, où toujours, on est encore sous le... Ah, nom de Dieu, voilà. On est encore sous le coup du truc, on est encore sous le choc, mais qu'est-ce qui se passe, bon Dieu de bordel, ils sont vraiment tous choqués. Et Lobster Johnson donc décide de passer un petit coup de fil à notre journaliste qui est caché par lui, par Lobster Johnson, afin de savoir comment elle va. Mais à ce moment-là, voilà, cliffhanger du numéro, badaboum, ça explose. Donc oui, ils ont eu les informations qu'ils voulaient en sondant le cadavre d'un des Gugus de Lobster Johnson. Et à ce moment-là, opération, on va dire, tempête immuable pour la justice, commence du côté des méchants, puisque voilà, ils ont littéralement fait sauter l'hôtel dans lequel se planquait la journaliste, j'ai oublié son nom, qui est apparu au début de la mini-série Lobster Johnson. Mais à ce moment-là, on peut imaginer, puisque un petit peu avant, elle avait tenté de s'enfuir, avant que le bonhomme qui était chargé de la surveiller ne la reprenne. Là, on peut facilement deviner qu'elle a réussi à échapper à la vigilance de son gardien, et qu'en fait, il n'y a que le bonhomme qui bosse pour Lobster Johnson, j'ai eu du mal à le dire, soit mort dans l'explosion. Donc voilà, c'était ma foi tout pour ce numéro. Donc toujours dans cette idée, donc là on est à mi-parcours et même au-delà du mi-parcours, parce qu'on est au 3e numéro, donc encore plus que 2 numéros et ce sera la fin de cette mini-série. Donc je pense que là ça va s'accélérer, ça va être la guéguerre entre Lobster Johnson et la Flamme Noire. Ça va être comment Lobster Johnson va réussir à se débarrasser de la Flamme Noire en sachant qu'il n'a aucune expérience dans le paranormal et le fantastique. On verra, mais en attendant le 3e numéro, ma foi, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, en espérant qu'elle vous ait plu, bien sûr, en espérant que vous ne soyez pas ennuyés. Et en attendant la prochaine émission qui sera consacrée à BPRD Hell on Earth The Long Death numéro 2, je vous dis prenez soin de vous, faites pas les fous, et ma foi, à la prochaine. Allez, ciao tout le monde, salut.